Le paysage de la criminalité moderne et des enquêtes sur les personnes disparues est défini par des affaires qui transcendent les simples statistiques, évoluant en récits publics durables de pertes, de mystères et de la quête, souvent ardue, de la justice. Ce documentaire entreprend une analyse d'enquête approfondie de 5 de ces cas emblématiques, chacun étant une étude critique de la tragédie humaine et de la méthodologie d'enquête. Les disparitions d'Emma Filipov, Cédrica Provencher, Maura Murray et Michael Dunahy, ainsi que les homicides en série commis par Bruce McArthur, représentent plus qu'une simple collection d'événements isolés. Vus collectivement, ils forment une mosaïque complexe illustrant les défis multiples auxquels les forces de l'ordre sont confrontées, l'impact profond et durable sur les familles et les communautés, et la recherche inébranlable de la vérité face à une incertitude profonde. Si vous trouvez ces mystères aussi fascinants que nous et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires. L'affaire Emma Filipov est une exploration profondément troublante de la ligne floue entre un départ volontaire né d'une détresse psychologique et une disparition causée par un acte criminel. Le 28 novembre 2012, l'artiste de 26 ans a disparu des rues de Victoria en Colombie-Britannique, à la suite d'une interaction perplexe avec la police. Son cas est défini par l'interaction complexe d'une grave crise de santé mentale aiguë et des circonstances ambiguës de ces derniers moments connus, laissant les enquêteurs et sa famille aux prises avec un mystère où chaque indice semble pointer dans de multiples directions contradictoires. Dans les semaines précédant sa disparition, le comportement d'Emma Filipov est devenu de plus en plus erratique, signalant une profonde lutte interne qui contrastait fortement avec sa personnalité connue. Décrite comme une jeune femme à l'esprit libre, intelligente et artistique, Emma avait quitté sa maison de Perth, en Ontario, pour s'installer à Victoria à l'automne 2011, attirée par la beauté de la côte ouest. Elle entretenait des liens étroits avec sa famille, en particulier son jeune frère Alexander, un lien qui, selon sa mère Shelley, l'aurait empêché de couper volontairement tout contact. Cependant, à l'automne 2012, sa vie à Victoria était devenue nettement instable. Sa situation de logement était dispersée et transitoire. Elle séjournait par intermittence à la Sandy Merriman House, un refuge pour femmes depuis février de cette année-là, et était également connue pour vivre dans sa camionnette Mazda rouge et même dormir dans les arbres. Le manque de foyer stable et la difficulté financière évidente étaient des indicateurs clairs de la détérioration de son état. Amis et connaissances ont noté d'autres signes alarmants. Son régime alimentaire est devenu étrange, se composant parfois presque uniquement de pop-corn et d'olives. Ses entrées de journal et ses poèmes ont pris un ton plus sombre et paranoïaque, un poème reflétant un profond sentiment d'aliénation. « Chez moi, le seul endroit où je ne sais pas comment être, si profondément sous la surface que je ne peux plus respirer. » Elle a écrit qu'elle se sentait observée et suivie, et un ami d'enfance vivant à Victoria l'a vue arranger compulsivement des objets comme de la nourriture et des pierres en motif. Les événements du 28 novembre 2012, le dernier jour connu d'Emma, se sont déroulés comme une série d'actions perplexes qui ont culminé par une rencontre cruciale avec les autorités. Tôt dans la journée, elle a été filmée par une caméra de surveillance dans un 7-Eleven de la rue Government, où elle a acheté un téléphone portable prépayé, une acquisition étrange pour quelqu'un qui n'en avait jamais possédé, et une carte de crédit prépayée de $200, un mouvement financier significatif pour quelqu'un avec peu de fonds. La vidéo du magasin est profondément troublante. Elle montre Emma s'attardant près des portes vitrées, regardant nerveusement la rue et hésitant à partir, comme si elle craignait que quelqu'un l'attende. Ce soir-là, sa détresse est devenue publique. Une connaissance, Dennis Quayle, l'a aperçu errant pieds nus et désorienté devant l'emblématique Hotel Empress. Il est devenu si inquiet après lui avoir parlé qu'il a appelé le 911 pour signaler une femme en grande détresse. Vers 19h15, 2 policiers de Victoria sont arrivés et ont localisé Emma. Ils ont passé les 45 minutes suivantes à lui parler. Cette interaction représente la dernière observation confirmée d'Emma Filipov et un moment critique dans l'affaire. Sur la base de leur évaluation, les policiers ont conclu
qu'elle ne représentait pas une menace immédiate pour elle-même ou pour les autres. Ayant déterminé qu'il n'avait aucune base légale pour l'appréhender, en vertu de la loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique, ils l'ont laissée partir. Elle a été laissée seule et pieds nus par une froide nuit de novembre. En quelques minutes, elle a disparu. La recherche officielle d'Emma a commencé quelques heures seulement après sa dernière apparition. Sa mère, Shelley, est arrivée à la Sandy Merriman House vers 23h le 28 novembre pour apprendre qu'Emma n'était pas revenue réclamer son lit. À minuit, Emma Filipov a été officiellement classée comme personne disparue. L'enquête initiale a rapidement révélé des indices qui n'ont fait qu'épaissir le mystère. Sa Mazda MPV rouge de 1993 a été retrouvée dans le parking de l'hôtel Château Victoria. À l'intérieur de la camionnette, la police a découvert une collection de ses biens les plus essentiels et précieux. Son passeport, sa carte de bibliothèque, un appareil photo numérique, son ordinateur portable et de nombreux journaux remplis de ses écrits et poèmes. La présence de ces objets, en particulier son passeport, militait fortement contre la théorie selon laquelle elle avait prévu de disparaître et de commencer une nouvelle vie ailleurs. L'absence de preuves concrètes a conduit à l'élaboration de plusieurs théories concurrentes, toutes plausibles mais sapées par des détails contradictoires. L'affaire est une étude de l'ambiguïté, où presque chaque élément de preuve peut être interprété pour soutenir des conclusions opposées. La théorie la plus solide suggère qu'Emma, dans son état vulnérable, a été enlevée ou assassinée. Sa peur apparente en hésitant à quitter le 7-Eleven suggère qu'elle s'inquiétait peut-être de quelqu'un. Sa désorientation dans la rue en aurait fait une cible facile pour un prédateur. Un homme de l'Ontario qui avait déjà fait l'objet d'une enquête pour harcèlement à son encontre et qui a coïncidemment déménagé à Victoria à la même époque qu'elle, a été considéré comme une personne d'intérêt, bien qu'il ait nié toute implication. 18 mois après la disparition d'Emma, une nouvelle piste bizarre et convaincante a émergé. En mai 2014, les propriétaires d'un magasin de vêtements du quartier de Gastown à Vancouver ont signalé une rencontre étrange. Un homme agité est entré dans leur magasin, a jeté une affiche de personnes disparues froissée d'Emma et a déclaré « C'est une de ces affiches de personnes disparues, sauf qu'elle n'est pas disparue. C'est ma petite amie et elle s'est enfuie parce qu'elle déteste ses parents. » Les propriétaires du magasin ont immédiatement appelé la police, mais l'homme était parti à leur arrivée. Cet individu, filmé par une caméra de surveillance granuleuse et surnommé « le homme au t-shirt vert », reste non identifié et représente l'un des fils non résolus les plus importants de l'enquête. L'enlèvement et le meurtre de Cédrica Provencher, 9 ans, est une affaire qui a marqué la province de Québec et a révélé des failles critiques dans les protocoles des forces de l'ordre pour les enfants disparus. Sa disparition le 31 juillet 2007 a déclenché l'une des plus grandes recherches de l'histoire de la province, une épreuve angoissante de 8 ans pour sa famille qui s'est terminée par une découverte macabre dans une zone boisée. Le soir du 31 juillet 2007, dans la paisible ville de Trois-Rivières, au Québec, Cédrica Provencher jouait dehors sur son vélo lorsqu'elle a été approchée par un homme adulte avec une simple demande. Il avait perdu son chien noir et blanc et avait besoin de son aide pour le retrouver. Cette ruse a été cruellement efficace, exploitant le désir inhérent de la fillette de 9 ans d'être serviable. Des témoins ont rapporté plus tard avoir vu Cédrica faire le tour de son quartier à vélo, frappant aux portes et demandant aux résidents s'ils avaient vu le chien. La disparition de Cédrica a déclenché une réponse immédiate et massive de sa communauté, et finalement des forces de l'ordre de toute la province. La famille a enduré une période d'incertitude terriblement longue, ponctuée de faux espoirs provenant de rumeurs d'observation et de milliers d'indices qui n'ont mené nulle part. Ils ont lancé des appels publics émouvants pour obtenir des informations, et une récompense pour toute information menant à sa localisation a été établie, atteignant finalement 170 000 $, une somme d'argent substantielle destinée à obtenir des informations. Malgré l'immense engagement du public et l'ampleur des efforts de la police, la piste s'est refroidie. Le silence douloureux a été rompu le 11 décembre 2015. Un groupe de chasseurs marchant dans une zone boisée de Saint-Maurice, une petite ville à environ 15 km à l'est de l'endroit où Cédrica a été vue pour la dernière fois, est tombé sur des restes de squelettes humains.
Le lendemain, la Sûreté du Québec, SQ, la police provinciale, a confirmé les pires craintes de la famille. Les restes appartenaient à Cédrica Provencher. Cette découverte a fondamentalement transformé l'affaire, la faisant passer officiellement d'une enquête de personnes disparues à long terme à une enquête pour homicide. Dès le début de l'enquête, les forces de l'ordre disposaient d'une piste spécifique qui allait définir toute leur approche de l'affaire. En septembre 2007, 2 mois après la disparition de Cédrica, la SQ a annoncé qu'elle recherchait un véhicule d'intérêt clé. Une berline Acura rouge à 4 portes avec des poignées de porte chromées et des vitres teintées. Cette description détaillée a conduit les enquêteurs à Jonathan Betez. Le dossier contre lui a toujours été entièrement circonstanciel, mais suffisamment convaincant pour que la police le considère comme son principal et, semble-t-il, unique suspect. Au début de 2024, personne n'a jamais été inculpé du meurtre de Cédrica. La police a publiquement maintenu que Jonathan Betez reste un suspect. Betez, à son tour, a fermement maintenu son innocence et poursuit la police provinciale pour 10 millions de dollars. Une réclamation financière stupéfiante, alléguant que leur concentration implacable sur lui a ruiné sa vie et l'entreprise de sa famille. La faille la plus importante a peut-être été la non-émission d'une alerte Amber. Cette lacune met en évidence une faiblesse systémique dans les protocoles d'urgence de l'époque. En 2007, les critères pour une alerte Amber exigeaient que la police ait la conviction confirmée qu'un enfant était en danger de préjudice grave. La classification initiale et prudente de l'affaire comme une disparition signifiait que cette norme n'était pas respectée. Par conséquent, l'outil puissant d'une notification publique immédiate à l'échelle de la province n'a pas été utilisé. L'affaire Cédrica est devenue un catalyseur tragique du changement, exposant la faille potentiellement fatale d'un système qui privilégiait la prudence à la rapidité. La disparition de l'étudiante en soins infirmiers de 21 ans, Maura Murray, le 9 février 2004, est une affaire marquante dans les annales du crime réel moderne. Survenue quelques jours seulement après le lancement de Facebook, son affaire est devenue l'un des premiers grands mystères de l'ère des médias sociaux, donnant naissance à une communauté mondiale de détectives en ligne et créant une dynamique complexe et souvent litigieuse entre les forces de l'ordre, sa famille et un public avide de réponses. Pour comprendre la disparition de Maura Murray, il faut d'abord examiner le contexte de sa vie dans les jours et les semaines qui l'ont précédée. En apparence, elle était une étudiante prometteuse à l'université du Massachusetts à Amherst et une ancienne cadette de la prestigieuse académie militaire de West Point. Cependant, sous la surface, elle traversait une période de troubles personnels importants. 3 mois avant sa disparition, elle a été accusée d'utilisation abusive d'une carte de crédit volée, une question monétaire qui a probablement aggravé son anxiété quant à sa future carrière d'infirmière. Le 9 février, elle a envoyé un email à ses professeurs et à son superviseur de travail, prétendant faussement qu'il y avait eu un décès dans sa famille. Elle a retiré 280 $ à un guichet automatique, presque tout l'argent de son compte, et a été vue sur une caméra de surveillance dans un magasin d'alcool achetant pour environ 40 $ d'alcool, une transaction financière finale et traçable. Vers 19h27, par cette froide nuit de lundi, un résident de la route 112 à Haverhill dans le New Hampshire a entendu un grand bruit et a vu la Saturne de Maura en travers d'un banc de neige. Un chauffeur de bus scolaire local, Butch Atwood, s'est arrêté pour vérifier. Il lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Maura a refusé, affirmant qu'elle avait déjà appelé AAA pour une assistance routière. C'était un détail crucial, car AAA a confirmé plus tard n'avoir aucune trace d'un tel appel. Sachant qu'il n'y avait pas de service cellulaire dans cette zone, Atwood était sceptique, mais a respecté ses souhaits. Il a parcouru la courte distance jusqu'à sa maison et a appelé la police. Le journal de bord officiel de la police montre que le premier officier est arrivé sur les lieux à 19h46. Dans la brève fenêtre d'environ 10 à 15 minutes, Maura Murray avait disparu. Un chien de pistage de la police a été amené sur les lieux et a suivi l'odeur de Maura sur une centaine de mètres vers l'est, le long de la route avant que la piste ne s'arrête brusquement. Cela suggérait fortement qu'elle était montée dans un véhicule. La position initiale de la police de l'État du New Hampshire
était que Maura avait probablement disparu volontairement, peut-être pour échapper à ses problèmes personnels ou qu'elle était peut-être suicidaire. Ils l'ont traitée comme une personne disparue, pas nécessairement comme la victime d'un crime. Cette interprétation a créé un fossé profond et durable avec la famille de Maura, en particulier son père, Fred, qui a toujours été catégorique sur le fait que sa fille a été enlevée et assassinée. Simultanément, les nombreuses questions sans réponse et les détails mystérieux de l'affaire en ont fait un sujet parfait pour le monde en plein essor des forums et des babillards électroniques. Ce fut l'une des premières grandes affaires de personnes disparues à être disséquées en temps réel par un public armé d'outils numériques. Au cours des 2 décennies qui ont suivi sa disparition, plusieurs théories dominantes ont émergé. La plus favorisée par sa famille est l'enlèvement opportuniste postulant qu'un autre conducteur est arrivé sur les lieux de l'accident et l'a emmené. Une autre théorie suggère une disparition volontaire, peut-être avec un conducteur complice dans un 2e véhicule. La dernière grande théorie suggère qu'elle s'est enfuie dans les bois pour éviter la police et a succombé aux éléments. L'argument principal contre cette théorie est l'absence totale de preuves physiques, malgré de nombreuses et vastes recherches au fil des ans. Nous sommes à mi-chemin de ces cas complexes. Quelles sont vos théories jusqu'à présent? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous trouvez cette enquête précieuse, veuillez envisager d'aimer la vidéo. Cela fait une énorme différence. Entre 2010 et 2017, une ombre s'est abattue sur le village gay de Toronto, alors qu'une série d'hommes, beaucoup issus de communautés marginalisées et vulnérables, ont commencé à disparaître. Pendant des années, les craintes de la communauté concernant un prédateur en série ont été rejetées par la police, permettant à un tueur de se cacher à la vue de tous. Le démasquage éventuel de Bruce McArthur, un paysagiste de 66 ans et Père Noël de centre commercial, a révélé une histoire de mal méthodique, de défaillance systémique de la police et d'une profonde rupture de confiance entre les forces de l'ordre et la communauté LGBTQ+. L'enquête sur ces crimes allait devenir la plus importante de l'histoire du service de police de Toronto, représentant un énorme investissement financier de fonds publics. Le règne de terreur de Bruce McArthur a visé 8 victimes connues. Un fil conducteur reliant beaucoup de ces hommes était leur vulnérabilité. La majorité étaient des immigrants ou des réfugiés. Certains n'avaient pas fait leur coming out ou menaient une double vie. Une victime, Dean Lizowick, était sans abri et connaissait de graves difficultés économiques, et sa disparition n'a même jamais été signalée à la police. Ce modèle de ciblage des individus marginalisés était un élément clé du succès de McArthur en tant que prédateur. Ces hommes avaient souvent des filets de sécurité sociale plus faibles, et leur disparition était moins susceptible d'être remarquée ou signalée immédiatement. La réponse de la police à la série de disparitions peut être divisée en 2 phases distinctes. Le projet Houston, lancé en 2012, a enquêté sur les 3 premières disparitions. La police a identifié McArthur comme une personne d'intérêt, mais il a finalement été écarté en tant que suspect. Le projet a été clôturé en 2014, concluant qu'il n'y avait aucune preuve de crime. La dynamique a radicalement changé en 2017 avec la disparition d'Andrew Kinsman. Kinsman était profondément ancré dans la communauté et son absence a été immédiatement remarquée. L'enquête sur sa disparition, baptisée Projet Prism, a rapidement mené à un indice crucial. Une note dans l'agenda de Kinsman pour le jour de sa disparition indiquait simplement Bruce. Cela a conduit les enquêteurs directement à McArthur. La personnalité publique de Bruce McArthur était le camouflage parfait pour un tueur en série. Il était grand-père, paysagiste indépendant et un homme qui jouait joyeusement le Père Noël dans un centre commercial local. Son modus operandi était celui d'un tueur organisé et ritualiste. Il utilisait son entreprise de paysagisme pour accéder à des dizaines de propriétés, lui fournissant des endroits pour enterrer les restes de ses victimes. Il attirait des hommes, souvent via des applications de rencontres, puis les maîtrisait, les agressait sexuellement et les assassinait. Une signature particulièrement horrible de ces crimes était sa pratique de mettre en scène et de photographier les cadavres de ses victimes. L'enquête a culminé avec l'arrestation spectaculaire de McArthur le 18 janvier 2018. Croyant qu'il était sur le point de faire une autre victime, la police a défoncé la porte de son appartement pour trouver un homme ligoté à son lit.
L'enquête médico-légale qui a suivi a été massive, se concentrant sur une propriété résidentielle de Mallory Crescent. Au fond de grandes jardinières sur la propriété, les enquêteurs ont fait une découverte horrible, les restes démembrés de 7 de ses victimes. Face à des preuves accablantes, Bruce McArthur a plaidé coupable à 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et a été condamné à la prison à vie. L'affaire McArthur a laissé de profondes cicatrices à Toronto et a irrémédiablement endommagé la relation déjà fragile entre la police de la ville et sa communauté LGBTQ+. Pendant des années, les membres de la communauté ont sonné l'alarme au sujet des hommes disparus, mais leurs craintes ont été maintes et maintes fois rejetées par la police de Toronto. L'arrestation éventuelle de McArthur a prouvé que les craintes de la communauté étaient tragiquement fondées, entraînant des accusations de partialité systémique au sein du service de police. Le 24 mars 1991, Michael Dunahy, âgé de 4 ans, a disparu d'une aire de jeu à Victoria, en Colombie-Britannique, dans un enlèvement audacieux qui hante sa famille, sa communauté et la nation depuis plus de 3 décennies. L'affaire représente le quintessence de l'enlèvement par un étranger, le pire cauchemar d'un parent réalisé dans un espace public en quelques instants. Les circonstances de la disparition de Michael Dunahy sont glaçantes de simplicité. Ce dimanche après-midi, la famille Dunahy se trouvait sur le terrain de l'école primaire de Blanchard. Michael a demandé la permission de se rendre à l'aire de jeu voisine. Quelques instants plus tard, lorsque son père s'est rendu à l'aire de jeu, Michael avait disparu. Il s'était volatilisé d'un parc public entouré de dizaines de personnes à quelques mètres de ses parents. L'audace du crime, en plein jour dans un lieu public très fréquenté, a provoqué une onde de choc et de peur à travers Victoria. La réponse de la police a été immédiate et massive, devenant rapidement l'une des plus grandes enquêtes sur des enfants disparus de l'histoire du Canada. Cependant, l'enquête était un produit de son temps, gravement entravée par les limitations technologiques et financières du début des années 1990. En 1991, il n'y avait pas de système d'alerte Amber. La diffusion de l'information reposait sur les médias traditionnels et la lente distribution d'affiches en papier. Les indices, qui affluaient par centaines à l'heure, devaient être méticuleusement enregistrés sur du papier carbone et triés à la main. La piste la plus importante qui a émergé était le témoignage d'un homme avec une camionnette marron vu près de l'aire de jeu. Cet indice a généré des milliers de signalements ultérieurs, mais n'a jamais été confirmé. Pendant plus de 3 décennies, la recherche de Michael a été un cycle douloureux d'espoir et de déception. Plusieurs jeunes hommes ressemblant à Michael ont été signalés à la police, mais les tests ADN ont toujours été négatifs. L'affaire reste ouverte et active. À l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition en 2021, le service de police de Victoria a renouvelé son appel au public en lançant un portail de signalement en ligne dédié et en publiant un nouveau portrait robot vieilli de ce à quoi Michael pourrait ressembler à l'âge adulte. Face à un chagrin inimaginable et prolongé, la famille Dunahy a choisi de transformer sa tragédie personnelle en une puissante force pour le bien public. Ils sont devenus des défenseurs infatigables et éminents de la cause des enfants disparus. La partie la plus visible de l'héritage de Michael est la course annuelle Michael Dunahy Keep the Hope Alive Fun Run. Cet événement caritatif transforme l'anniversaire d'une journée tragique en une journée d'action communautaire positive, collectant des fonds cruciaux et sensibilisant le public. Cet afflux d'argent est vital pour poursuivre le travail de soutien aux autres familles. Les 5 cas examinés dans ce documentaire, bien que distincts dans leurs circonstances, sont entrelacés de thèmes puissants et transversaux qui touchent aux défis plus larges de la criminalité, de l'enquête et de la réponse sociétale. Une analyse comparative révèle des schémas critiques dans la vulnérabilité des victimes, l'évolution des techniques d'enquête et l'impact profond des défaillances systémiques. L'affaire Bruce McArthur démontre que, même à l'ère moderne, un prédateur peut opérer pendant des années en exploitant une hiérarchie de la victimisation. De même, la disparition d'Emma Filipov met en évidence une lacune systémique persistante dans la manière dont la société répond aux crises de santé mentale aiguës. Ces tragédies entrecroisées soulignent une vérité fondamentale. La résolution de tels cas
dépend souvent non seulement des preuves, mais aussi de la perception. Les familles d'Emma Filipov, Cédrica Provencher, Maura Murray et Michael Denahy continuent de vivre avec la profonde douleur de l'incertitude. En fin de compte, ces 5 histoires sont plus que de simples dossiers. Ce sont des récits durables qui défient nos institutions, remettent en question nos priorités sociétales et nous rappellent la capacité humaine durable à la fois pour la cruauté et la résilience. Les questions qu'elles soulèvent continuent de hanter la conscience collective, entraînant une recherche collective et sans fin de résolution. Lequel de ces cas vous a le plus marqué? Partagez vos théories et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous rejoindre sur Traces perdues. Abonnez-vous pour d'autres plongées profondes dans des mystères durables.